Alors, on va passer maintenant au chapitre sur échantillonnage et estimation. Donc, qu'est-ce que c'est le principe? C'est qu'on va s'intéresser à une population. Par exemple, la population française. Et on va s'intéresser à un caractère particulier de cette population. Par exemple, est-ce qu'on est atteint du Covid-19? Dans la population, cette proportion de personnes va être une certaine proportion qu'on ne connaît pas et qui s'appelle petit p. D'accord? Donc petit p, c'est la proportion de personnes qui sont atteintes du Covid dans la population totale. On va vouloir estimer cette proportion p, c'est ça l'idée de notre chapitre. Mais évidemment, pour se donner une idée de cette proportion, on ne va pas aller regarder dans toute la population individuellement si chaque personne est touchée. On n'a pas assez de tests. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va non pas regarder dans la population entière, mais on va regarder dans une petite partie de la population. On va tester seulement une petite partie de la population. Et on va regarder à quelle fréquence est-ce que le Covid-19 est présent dans ce petit échantillon. Et ça va nous permettre d'estimer un petit peu, de se donner une idée de ce qui peut se passer pour la population totale. Voilà un petit peu l'idée du chapitre. Alors pour le cours, j'ai choisi un exemple un petit peu plus léger. Donc l'échantillonnage, donc la problématique d'abord. Donc on considère une population dont on étudie un caractère C de proportion petit p. On y prélève aléatoirement et avec remise un échantillon de taille n. On note la fréquence du caractère C dans l'échantillon. En général, la fréquence du caractère dans l'échantillon est différente de la proportion totale dans la population. Alors, on va prendre, je vous disais, un exemple un petit peu plus léger. On suppose que dans une grande ville, 55% des habitants pratiquent un sport. On interroge plusieurs fois 100 personnes au hasard et on suppose que la population de la ville est assez grande pour considérer que les 100 tirages sont effectués avec remise. On a obtenu les résultats suivants. Donc on a interrogé une première fois 100 personnes, on a obtenu une fréquence d'habitants qui pratiquent un sport de 0,59. Une deuxième fois, on a trouvé 0,58. Une troisième fois, 0,65, etc. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on tombe jamais sur la même fréquence d'habitants qui pratiquent un sport. Mais quand même, on s'aperçoit qu'elle fluctue autour de la proportion P. Là, on s'aperçoit que ça, c'est pas égal à notre 55%, notre 0,55, mais ça s'en rapproche, ça tourne un petit peu autour. Donc voilà, là on va s'intéresser en fait à une estimation de les fréquences qu'on peut observer. Comment est-ce qu'on peut les encadrer? On voit qu'elles tournent autour de ce 55%, mais jusqu'à quel point est-ce qu'elles vont s'en éloigner? C'est tout l'objet de ce qu'on a appelé, qu'on a déjà vu, que vous avez déjà vu en classe de seconde, pour certains. Sous certaines conditions, par exemple, si on a une population qui a une taille plus grande que 25 personnes, 25 individus, et que la proportion du caractère étudié est comprise entre 0,2 et 0,8, on a vu que la fréquence d'apparition du fameux caractère dans un échantillon appartient à l'intervalle p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, avec une probabilité d'au moins 0,95. C'est un exemple d'intervalle de fluctuation de la fréquence f au seuil 95%. Ça veut dire que votre fréquence de personnes qui pratiquent un sport va 95% du temps être compris dans cet intervalle. En première, vous avez, pour certains encore, utilisé la loi binomiale pour déterminer un deuxième exemple d'intervalle de fluctuation qui s'affranchissait des conditions qui sont ici, donc était plus intéressant de ce point de vue-là. Alors je ne vais pas rappeler la construction en détail, puisque nous, de toute façon, à partir de maintenant, on va plutôt le construire en utilisant la loi normale. Elle va nous permettre de découvrir un troisième intervalle de fluctuation. Alors, détermination d'un intervalle de fluctuation en seuil 95% à l'aide de la loi normale. Donc on va reprendre l'exercice précédent, toujours nos sportifs.
et on interroge cette fois n personnes. Donc on ne sait plus combien de personnes on interroge. Alors, expliquez pourquoi la variable aléatoire xn, comptant le nombre de personnes pratiquant un sport dans un échantillon de n habitants, suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Alors, pour avoir une loi binomiale, on se rappelle, il faut 3 choses. Donc la première chose, il faut qu'il y ait 2 issues possibles. Donc là, à chaque fois qu'on interroge une personne, il y a 2 issues, soit c'est un sportif, soit non. Ensuite, il faut que chaque personne interrogée, le résultat soit identique et indépendant des autres. Donc toutes les personnes sont identiques et indépendantes ici. Et enfin, il faut que grand Xn corresponde au nombre de succès. Donc ici, X, ça compte le nombre de sportifs. Donc les sportifs, ce sera notre succès. Donc, on a bien x qui suit une loi binomiale, donc 2 paramètres n, puisqu'on a interrogé n personnes, et 2 paramètres petit p 0,55, puisque je vous rappelle que le petit p, c'est la probabilité du succès, probabilité de tomber sur un sportif, et je vous rappelle qu'il y a 55% de sportifs. Alors, on a vu dans un précédent chapitre que quand n tend vers plus l'infini, xn moins mu sur sigma, donc mu c'était n fois p et sigma c'était racine de np fois 1 moins p, eh bien on avait vu que grand Xn suit une certaine loi, et cette loi, je vous rappelle que c'était la loi normale centrée réduite. Alors, on a aussi vu que si z suit cette loi, alors pour tout alpha, appartenant à l'intervalle 0,1, il existe un U alpha, un réel, tel que la probabilité que Z soit compris entre moins U alpha et U alpha soit égale à 1 moins alpha. Donc ça, je vous rappelle, on l'avait démontré il n'y a pas très longtemps, avant les vacances. On a donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de xn moins np sur racine de np fois 1 moins p, compris entre u alpha et moins u alpha, est égal à 1 moins alpha. Bah oui, puisque ça va se rapprocher quand n tend vers plus l'infini, c'est ce qu'on a dit ici, vers une loi normale centrée réduite. Et quand on a une loi normale centrée réduite, on a l'existence d'un alpha qui vérifie cette égalité. On va maintenant revenir un petit peu à maintenant qu'on a parlé un petit peu loi normale, etc., on va revenir un petit peu à nos sportifs. Donc, on note grand Fn égale grand Xn sur n, la fréquence de personnes pratiquant un sport dans un échantillon de n habitants. Xn, c'était le nombre de sportifs qu'on divise par le nombre total de personnes interrogées, donc on obtient la fréquence. Donc, à l'aide de la question précédente, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de p moins U alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n est inférieure ou égale à Fn inférieur ou égal à p plus U alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n est égal à 1 moins alpha. Alors en fait, ici, la seule chose qui a changé avec ce qu'on avait précédemment, c'est que notre xn moins np sur racine de np fois 1 moins p s'est transformé en grand Fn, et puis on a aussi les bornes qui sont ici qui ont changé. Donc, on va partir de ce qu'on avait tout à l'heure dans notre parenthèse, c'était ça, et on va essayer de se ramener à ce qu'on nous a annoncé là, parce qu'on va voir qu'en fait, ce sont 2 choses équivalentes. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va multiplier de chaque côté par np fois 1 moins p, pour se débarrasser de notre division. C'est ce que j'ai fait ici. Et puis ensuite, on va ajouter np des 2 côtés. Donc np, moins np ici a disparu, et plus np ici. Et puis enfin, pour arriver au Fn qu'on avait là, il va falloir diviser par petit n. Donc je divise par petit n partout. Donc là, le n qui est ici va disparaître. Là, ça va me rajouter une division par n, et puis même chose de l'autre côté, le n va disparaître, et puis on rajoute une division par n ici. Ensuite, c'est toujours pas tout à fait ce qu'on nous avait demandé, et donc là, en fait, l'idée,
c'est que le n qui est ici, je vais vouloir un petit peu, ou là, hein, je vais vouloir le simplifier. Et comment je vais pouvoir le simplifier? Bah, faut se souvenir qu'au numérateur, vous avez un n dans la racine qui n'apparaît pas ici. Donc l'idée, c'est de le simplifier avec ce n qui est là. Et pour ça, le n qui est au dénominateur, on peut le remplacer par racine de n fois racine de n. Et je barre une racine de n en haut, une racine de n en bas, et j'obtiens bien ce qu'on avait annoncé. Donc finalement, la probabilité qu'on avait trouvée tout à l'heure et la probabilité qu'on nous a écrite ici, ce sont exactement les mêmes. C'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité qu'on avait tout à l'heure dans la question 2 et la probabilité qu'on nous annonce ici dans la question 3 sont les mêmes, puisqu'en fait, l'expression qui est ici est équivalente à celle-là. Donc les probabilités sont les mêmes. Et donc, si l'égalité sur les limites marchait avec cette probabilité, elle marche très bien avec celle-ci. Donc on a bien la limite qu'on nous avait annoncée qui est égale à 1 moins alpha. Donc cette démonstration, les trois questions 1, 2 et 3, ça forme une démonstration que vous êtes censé connaître. Alors, à quoi ça sert concrètement là ce qu'on vient de faire? Ça sert à construire un intervalle de fluctuation, puisque on a vu que la probabilité que la fréquence soit comprise entre ces deux bornes est égale à, enfin, la limite en tout cas, est égale à 1 moins alpha. Ça veut dire que on a une probabilité de 1 moins alpha de tomber entre ces deux valeurs. C'est comme ça qu'on va retenir un petit peu le résultat de cette démonstration. Et donc, je vous ai mis ça dans une propriété. Donc, soit une population dans laquelle une proportion petit p d'individus possède un caractère C. On observe une fréquence petit f de ce caractère C dans un échantillon de taille n. Alors, l'intervalle p moins u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, est un intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence de f au seuil 1 moins alpha. Alors, cette approximation, cet intervalle de fluctuation, il est valable quand n est supérieur ou égal à 30. C'est-à-dire qu'on est dans une population, sur un échantillon qui comporte plus de 30 individus. Il faut aussi que le produit n fois p soit supérieur ou égal à 5 et le produit n fois 1 moins p soit supérieur ou égal à 5 également. Et évidemment, votre approximation sera d'autant meilleure que n est grand, c'est-à-dire plus vous interrogez de personnes dans votre sondage, plus vous considérez d'individus, meilleure sera votre approximation, ce qui n'est pas difficile à comprendre. Alors nous, parmi tous les intervalles de fluctuation, celui qui va nous intéresser, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil 0,95%. Alors, si vous vous souvenez, le U alpha, dans ce cas-là, on l'avait vu dans le chapitre sur la loi normale, et on avait vu qu'il valait 1,96. Donc, au seuil 0,95 ou de 95%, cet intervalle, c'est P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N, P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Et donc, c'est cet intervalle-là qu'il va falloir que vous reteniez, que vous connaissiez par cœur. Alors, cet intervalle, on peut le visualiser sur la courbe de la fonction densité de la loi normale de paramètres mu égale n fois p et sigma égale racine de n fois p fois 1 moins p. Donc, si vous avez votre loi densité, je vous ai représenté ici les bornes de notre intervalle de fluctuation au moyen des formules qu'on avait vues. Donc là, ce que dit notre propriété, c'est que l'air sous la courbe qui est ici est de 0,95. Et du coup, la zone qui est ici, on se rappelle que la courbe est symétrique, hein, donc la zone qui est ici, on a une probabilité de 0,025 de se trouver dedans. Et la zone qui est là, pareil, une probabilité de 0,025 de se trouver dedans. Ces deux zones-là, c'est ce qu'on appelle les zones de rejet. Donc finalement, l'air coloré vaut environ 0,95 et la partie non colorée environ 0,025 plus 0,025, 0,05. Alors, pour revenir à l'illustration
de l'intervalle de fluctuation dans le cas de plusieurs sondages effectués. Donc là, par exemple, je vous ai représenté ici nos bornes d'intervalle de fluctuation. Donc P moins 1,96 racine carrée de P fois 1 moins P sur racine carrée de N. Et puis là, même chose avec le plus. Donc c'est notre intervalle de fluctuation. Et puis j'ai simulé un sondage qui est représenté ici par le point qui est là. Donc là, on a fait un sondage et la proportion du caractère qu'on a étudié dans ce sondage, vous voyez qu'elle tombe dans notre intervalle de fluctuation. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était effectivement que ça arrivait 95% du temps. Donc là, imaginons, je refais un deuxième sondage. Vous voyez que je retombe une fois dans l'intervalle de fluctuation. Je recommence. Voilà, donc là, vous voyez que je suis tombée sur un sondage pour lequel la proportion du caractère intéressé tombait à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation. Et là, si vous regardez, je vous ai mis la fréquence, le pourcentage, pardon, de fréquence du résultat de sondage qui tombe dans l'intervalle de fluctuation. Donc vous voyez que là c'est environ 0,96, mais si on fait beaucoup de sondages, qu'on continue comme ça à sonder très longtemps, faire vraiment beaucoup de sondages, vous voyez que le pourcentage de sondages qui tombent dans l'intervalle de fluctuation se rapproche du fameux 0,95. Donc voilà, là vous voyez en vert les sondages qui sont tombés dans l'intervalle de fluctuation, en rouge ceux qui sont tombés à l'extérieur, mais vous voyez qu'ils sont très peu nombreux par rapport aux sondages qui sont tombés à l'intérieur. Là je vous ai mis le pourcentage de sondages qui sont tombés à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Il y en a 95,3%. Alors là, pour cette simulation-là, je pourrais en recommencer une autre. On tomberait sûrement pas exactement là-dessus, mais en tout cas, ça tourne autour de 0,95, notre valeur théorique. Alors maintenant, on va voir concrètement comment est-ce qu'on peut se servir des intervalles de fluctuation dans des cas concrets. Alors, les intervalles de fluctuation vont nous servir à prendre des décisions à partir d'un échantillon. Comme cela a déjà été vu en classe de seconde et première, il est intéressant d'utiliser les intervalles de fluctuation pour rejeter ou non une hypothèse sur une proportion petit p. Alors par exemple, le maire d'une grande ville affirme que 55% des habitants pratiquent un sport. On interroge 1000 habitants au hasard et 49% disent pratiquer un sport. On suppose que l'affirmation du maire est vraie et on suppose que la population de la ville est assez grande pour considérer que les 1000 tirages sont effectués avec remise. Que peut-on dire de l'affirmation du maire? Donc, pour répondre à cette question, l'idée, ça va être déjà de construire un intervalle de fluctuation. Donc, notre intervalle de fluctuation, pour le construire, d'après sa formule, on a besoin de connaître petit n, petit p. Donc, petit n, c'est le nombre d'habitants interrogés, donc 1000 habitants. Et petit p, c'est la proportion théorique, la proportion d'habitants qui pratiquent un sport affirmée par le maire. Donc ici, pour nous, ce sera 0,55. Voilà ce qu'on peut noter. Et donc, pour construire notre intervalle de fluctuation, il va d'abord falloir vérifier qu'on peut le construire. L'intervalle de fluctuation avec la loi normale, je vous rappelle, il y a 3 conditions à vérifier. La première, il faut que n soit supérieur à 30. Là, n vaut 1000, donc c'est bien vérifié. Il faut ensuite que n fois p soit supérieur à 5. Mais ici, n fois p, c'est 1000 fois 0,55, ça fait 550, c'est bien supérieur à 5. Ensuite, n fois 1 moins p, c'est-à-dire ici, nous, 1000 fois 0,45 est égal à 450, ça aussi c'est bien supérieur à 5. Donc on peut construire notre intervalle de fluctuation au moyen de la loi normale. Et donc l'intervalle de fluctuation suivant est un intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence de sportifs dans la ville. Cet intervalle de fluctuation, j'applique tout bêtement la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc P, 0,55 moins 1,96 fois racine carrée de P 0,55 fois 1 moins P, donc 0,45, sur racine carrée de n. Et puis pour l'autre borne, même formule, mais avec un plus au lieu du moins. Et donc ça nous donne un intervalle de fluctuation qui fait environ 0,52, 0,58.
Alors maintenant, cet intervalle de fluctuation, à quoi il va nous servir pour pouvoir dire si l'affirmation du maire est vraie ou pas? Ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on interroge un échantillon de personnes, si la proportion de personnes la proportion de personnes qui pratiquent un sport est censée se trouver dans cet intervalle. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre 49%, c'est-à-dire une fréquence de 0,49, n'appartient pas à notre intervalle de fluctuation. Or, c'était censé y appartenir avec 95% de chance. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que l'affirmation du maire, a priori, est fausse, puisque notre fréquence n'est pas dans l'intervalle, avec une certitude de 95%, donc évidemment 5% de chance quand même de se tromper. Maintenant, on vous demande, même question, si 57% des personnes interrogées disent pratiquer un sport. Donc cette fois-ci, c'est toujours le même intervalle de fluctuation puisqu'on est toujours en train d'essayer de vérifier la même affirmation. Simplement, cette fois, la fréquence de personnes qui pratiquent un sport dans l'échantillon, c'est 0,57. Cette fois-ci, ça appartient bien à l'intervalle de fluctuation, donc on peut dire que l'affirmation du maire est vraie avec une certitude de 95%.